Bonjour, Alain Sennepin qui vous parle de la première guerre du Pacifique des cachalots contre les baleiniers au XIXe siècle. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo sur l'état-major des cachalots, nous allons parler de Mochadik, qui est le plus célèbre de ces cachalots combattants. Alors c'est quelqu'un dont on trouve des traces écrites du XIXe siècle à nos jours. On trouve énormément d'éléments sur internet, dans des blogs, pas toujours très fiables d'ailleurs, mais c'est incontestablement le plus célèbre de la série. Ce qui n'a pas été suffisamment éclairci jusqu'à présent, c'est que Mochadik, en fait, représente deux cachalots. L'un d'entre eux qui a fait parler de lui des années 1800 aux années 1830 et dont on perd la trace ensuite, et un autre, plus tardif, qui va provoquer le basculement de la guerre dans les années 1840-1842. Nous appellerons le premier le Grand Blanc et le second le Résoluteur. Alors évoquons pour commencer le Grand Blanc. C'est un cachalot apparemment albinos, complètement blanc, qui fait parler de lui dès la deuxième moitié des années 1800 et qui a eu la réputation, notamment à partir des années 1815-1820, de détruire énormément de navires et pas seulement de baleinières, et dont les aventures, dont on verra qu'elles sont fictives, ont été publiées en 1839. C'est une nouvelle de Jeremiah Reynolds qui est la plus célèbre le concernant. Alors, le Grand Blanc est unanimement considéré par, je dirais, la Vulgate comme le plus grand combattant de cet épisode guerrier, alors que rien ne l'indique véritablement, si ce n'est les légendes de baleiniers. C'est un animal, et nous le verrons dans une vidéo ultérieure, que en fait, ses véritables capacités, ses capacités les plus grandes, ont peut-être été celles d'un organisateur au sens collectif, stratégique, etc., de cette guerre. Mochadik avait, semble-t-il, une appétence particulière et une aptitude particulière à s'occuper des femelles et des jeunes, à prendre soin d'eux et à les protéger de façon subtile et intelligente. Donc ça, c'est un premier point qui est corrélé au second. Il avait manifestement un évent anomalique, un évent défectueux. Or, nous avons vu dans une vidéo précédente que l'évent, c'est ce qui équivaut un petit peu à notre nez, ce qui nous permet de respirer, à deux narines qui ont une fonction différente. La première pour respirer et la seconde pour communiquer. Comment on sait que cet évent était défectueux? Parce qu'il faisait un jet qui n'allait pas du tout dans la bonne direction, dans la direction classique, et qui faisait un bruit curieux. Et à la suite de quoi, des coquillages qui s'étaient accumulés sur sa tête, ce qui est parfaitement anormal pour cette espèce de cétacé en particulier, et qui modifiait et le bruit et la direction de son jet. Donc Mochadik a pris un soin particulier à élaborer une organisation stratégique, géographique, dont le but premier et le plus important était de protéger les femelles et les jeunes et les non-combattants, c'est-à-dire très concrètement les populations civiles. Alors, dans une nouvelle publiée par le Knickerbocker en 1839, Jeremiah Reynolds raconte l'épopée de ce Grand Blanc et sa mort. Il est tué par un harponneur qui s'appelle Samuel Lewis, et l'on sait, Christian Garcin a fait une excellente mise au point là-dessus en 2016 dans un livre qui s'appelle Les vies multiples de Jeremiah Reynolds, où il précise que le Samuel Lewis en question
était quelqu'un qui poursuivait Mochadic depuis quasiment la moitié ou la deuxième moitié des années 1800, depuis qu'il était fort jeune, à une quinzaine d'années, et qu'il avait rencontré Jeremiah Reynolds en 1830, il était âgé de 45 ans à l'époque, et il lui avait proposé en fait de monter une campagne de chasse pour en finir avec Mochadic définitivement, mais malheureusement ceci n'avait pas pu se faire. La rencontre avec Jeremiah Reynolds avait eu lieu en mars, et ça ne s'invente pas, le 1er avril de la même année, Monsieur Lewis a connu une mort glorieuse dans une taverne complètement ivre, où il s'est agrippé avec l'un de ses compagnons de beuverie, et il s'est fait tuer à coups de couteau. Alors une autre preuve de cela, qui n'est pas donnée dans Garcin mais par Dominique Lebrun en 2015, c'est que le manuscrit de Jeremiah Reynolds était déjà prêt en 1832, et qu'il a pu le faire publier simplement en 1839. En tout état de cause, Mochadic, ce grand blanc vu pour la première fois au large de l'île Mocha, à 34 km à l'ouest des côtes du Chili, restera dans les mémoires des baleiniers dans un premier temps, à un niveau aussi important que la grande baleine combattante de Timor, le grand cachalot combattant de Nouvelle-Zélande et le grand cachalot combattant du Cap Horn qui ressemblait à une orque. Alors on perd plus ou moins la trace du Grand Blanc à partir des années 30, et au début des années 40 surgit de nulle part quelqu'un que nous allons appeler le résoluteur, qui n'est pas blanc, qui a une très très grande estafilade, une très grande balafre de 2,50 m sur la tête, c'est un véritable Scarface des cachalots, qui va faire basculer la guerre. Au début de l'été 1840, il met à mal le baleinier Desmond, un baleinier anglais au large de Valparaiso. 2 mois plus tard, il fait la même chose avec un baleinier russe, le Sarepta, environ 800 km plus au sud, probablement au large de l'île Mocha d'ailleurs. Et dans ce cas, il s'empare de la proie du Sarepta, c'est-à-dire d'un camarade mort, et il monte la garde devant lui, et le Sarepta se retire. Devant cette catastrophe, qui est une catastrophe qui continue en fait la destruction des grands navires à partir du milieu des années 30, le Pousio, l'Arabella, etc., dont nous avons parlé dans une vidéo antérieure. Eh bien, au tout début de l'année suivante, en 1841, janvier 1841, les armateurs, les assurances vont prendre la décision de mener une politique d'assassinat ciblé systématique sur les cachalots combattants, et notamment évidemment ce grand Scarface qui leur pose tant de problèmes. Or, 4 mois après cette décision, en mai, au début du mois de mai 1841, au large des îles Falklands, dans l'Atlantique Sud, eh bien, ce grand animal met à mal un baleinier dirigé par celui qui était en charge de l'abattre lui. Alors cet épisode marque, semble-t-il, une attitude très décomplexée de l'animal, qui va littéralement, qui passe le Cap Horn, et qui va au-devant de son adversaire dans le sud de l'Atlantique. Il a peut-être croisé Melville, d'ailleurs, à cette occasion, qui, à bord de la Couchnette, va passer le Cap Horn en mai, dans l'autre sens, en provenance de Rio. Ce Scarface résoluteur va réaliser à l'automne 1842 au large du Japon ce qui est le Stalingrad de la première guerre du Pacifique. Il va mettre à mal une flottille internationale composée d'un baleinier écossais, d'un baleinier anglais et d'un baleinier américain. Il va utiliser pour ça un navire de marchandises japonais qu'il utilisera d'abord comme appât,
puis comme outil de destruction. La flottille va s'en sortir par miracle. Ils étaient piégés dans des eaux calmes en pleine saison des typhons et in extremis le vent s'est levé et ça leur a permis de partir, de se sauver, de faire une retraite précipitée. Sinon c'était pratiquement une centaine de marins qui allaient mourir sous les coups de ce Mochadik qu'on appellera comme ça bien plus tard et à mon avis pour des questions de vente, hein, parce que cet animal étant dissemblable du grand blanc, il n'a probablement pas reçu de nom à l'époque de son action. Il y a deux choses à prendre en considération à ce niveau. D'abord, la victoire du Scarface résoluteur provoque une audace particulière chez ses congénères. À partir de 1842, et puis pendant les années 50 aussi, la guerre du Pacifique, les interventions des cachalots vont se multiplier, tous azimuts, et va s'étendre à d'autres océans. C'était déjà un peu le cas dans l'océan Indien, et ça va s'étendre franchement dans l'Atlantique. Il y aura des épisodes mémorables en 1848 au Rio de la Plata, en 1850 à plusieurs reprises, 1852, 1857, 1859. Donc ça c'est le premier point. Il va susciter, sa victoire va susciter un enthousiasme guerrier chez ses congénères combattants. Par contre, au niveau des baleiniers, c'est le désarroi. Un désarroi à un point tel qu'on se demande si la nouvelle n'a pas tout simplement été censurée d'une certaine manière, autocensure puis censure des armateurs et des assureurs, au vu des sources quand même très très tardives qu'il évoque, puisque ça a été porté à la connaissance du grand public pas avant 1892, avec une façon de nommer cet animal, Mochadik, je pense, pour des arguments de vente. Encore une fois. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui se produit en septembre-octobre à bord d'un baleinier n'est rapporté, si on décide d'en délivrer l'information, bien entendu, au mieux qu'au printemps suivant, c'est-à-dire en mai 43. Entre-temps, il va se passer un certain nombre de choses aux États-Unis qui vont complètement oblitérer cet épisode. Il va y avoir la prise de la ville de Monterrey qui va défrayer la chronique au mois d'octobre. Et puis au mois de décembre, il va y avoir une affaire absolument énorme qui sera la plus grosse affaire aux États-Unis avant l'assassinat de Lincoln, qui est la mutinerie de l'USS Somers, où les mutins, 3 mutins seront pendus le 1er décembre, et parmi ceux-là, il y aura le fils du secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Donc même si on apporte une information ou un semblant d'information 4 mois plus tard, en mai 43, ça ne suscite pas beaucoup d'écho eu égard à ce qui se passe aux États-Unis à ce moment-là. Par contre, quelqu'un comme Herman Melville, qui a fait une campagne baleinière de 5 mois à bord du Charles et Henry à partir de novembre 42, qui arrive à Hawaï en mai 1843, arrive pile au moment où il peut recevoir cette information des baleiniers qui rentrent à Honolulu. Selon la légende, cet animal aurait été finalement tué en août 1859 par un baleinier suédois. Il n'est pas difficile de se rendre compte que c'est faux de part en part. On ne connaît pas le nom du baleinier. On a affaire à un très vieux cachalot, malade, valétudinaire, mourant, pour tout dire, qui est en train de mourir de vieillesse. Officiellement, il n'y a pratiquement aucun combat. Donc, c'est quelqu'un qu'on libère de ses souffrances, en fait. L'épisode rappelle très étrangement un chapitre de Moby Dick où un très vieux cachalot meurt dans des conditions absolument atroces, tué par les harponneurs du Pequod. C'est très étrange et très comparable. Et puis le journal de bord
probablement fictif de ce baleinier fictif lui aussi, ne donne pas l'information que tout baleinier donne en premier lieu quand il a tué un cachalot ou une baleine, c'est-à-dire combien de barils il a rapporté. Il est impossible de dire s'il s'agit de ce grand cachalot ou d'un autre, et en tout état de cause, cette affaire est plus que douteuse. Alors à partir de la fin du XIXe siècle, les deux motschadik n'en font plus qu'un seul dans l'esprit du grand public, alors qu'ils étaient probablement distincts et clairement distincts chez les baleiniers du XIXe siècle, et vont littéralement inonder la presse, les médias de tous ordres, et auront une postérité très vaste, et ils seront impliqués dans différentes considérations philosophiques, de société, etc., etc. Il y a une foultitude véritablement d'éléments qui parlent d'eux sans savoir véritablement qui ils sont et en se rapportant à un seul. Mais bien sûr sous la forme d'une parabole et pas sous la forme d'une réalité. Alors concernant Herman Melville, cet écrivain, pour l'écriture de son roman Moby Dick, s'est inspiré des deux motschadik. Du premier à travers sa légende et ce qu'en dit Reynolds, au moins sous certains aspects, et du second pour l'épisode notamment de 1842, parce que le roman Moby Dick est littéralement axé là-dessus. C'est l'axe autour duquel tout le roman tourne. Le personnage fictif du roman d'Herman Melville, Moby Dick, que l'on appelle le cachalot blanc, n'est pas blanc. C'est un résumé et un concentré de l'armée des cachalots. Mais il n'est pas aussi blanc, tant s'en faut, que le grand blanc réel. Alors ce que nous verrons dans la vidéo suivante, c'est que, en fait, Melville va utiliser chacun de ces deux personnages pour cristalliser, pour confectionner, pour cuisiner son Moby Dick fictif. Par une technique littéraire et poétique qui lui est propre, il va utiliser un cachalot combattant, Don Miguel, comme passeur, comme élément de transition entre le Grand Blanc et Moby Dick, et d'autre part un autre cachalot combattant, Morcane, comme élément de transition entre le motschadik entre guillemets, disons le Scarface résoluteur des années 40, et Moby Dick. Les éléments sont donc doubles, les deux motschadik, Don Miguel Morcane, et enfin multiples, Moby Dick, qui rassemble ces quatre cachalots combattants, plus d'autres, comme New Zealand Tom, Timor Jack, etc., etc., comme nous le verrons dans une vidéo ultérieure consacrée à ce roman. Alors par contre, dans la vidéo qui vient, nous allons évoquer plus précisément ces deux cachalots, Don Miguel le chilien, entre guillemets, et Morcane le japonais, entre guillemets, qui vont être utilisés par Melville pour transférer le, et en fait les motschadik réels vers le Moby Dick, entité collective imaginaire. Je vous remercie.